Comment se forme une nouvelle colonie de termites? Une jeune reine quitte son nid, elle déploie ses ailes et elle fait un long voyage. Une fois qu'elle a trouvé un mâle, ils creusent un trou ensemble. Puis tous les membres de la colonie, nés de leur union, commencent à construire un immense palais. C'est le processus standard. Mais il se passe quoi si le roi et la reine des termites se séparent? On dirait le scénario d'un film de science-fiction. Des chercheurs japonais ont découvert que certaines colonies de termites Glyptothermes nakajimai ne comportent que des femelles. Dans ces groupes, les termites femelles se reproduisent sans mâle. La reine crée de nouveaux membres de la colonie par clonage. C'est une découverte révolutionnaire. Ces colonies de termites fonctionnent sans aucun mâle. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a plusieurs reines, ce qui montre que des communautés d'insectes complexes peuvent prospérer sans mâle. Dans les colonies de termites ordinaires, le nombre de mâles et de femelles est à peu près égal. Mais l'un d'eux est très important, le roi, qui s'accouple avec la reine pendant de nombreuses années. S'il est possible pour ces créatures de choisir leur méthode de reproduction, pourquoi la plupart des colonies ont des mâles et des femelles? Pourquoi si peu de termites se reproduisent de manière asexuée? Il y a de bonnes raisons à ça. Si vous n'avez que de lointains souvenirs en matière de biologie de la reproduction, Steve va vous remettre les choses en mémoire. La reproduction sexuée. Elle se produit lorsque deux ensembles différents de gènes se combinent pour créer la vie. Elle a lieu chez les humains et d'autres animaux, ainsi que chez les plantes. Deux individus uniques combinent leur ADN et en créent un troisième, lui aussi unique. La reproduction asexuée, elle, a l'effet inverse. Une créature crée une parfaite copie d'elle-même par clonage. La composition génétique du descendant est exactement la même que celle des parents. Ça a des avantages, surtout pour les termites. D'abord, c'est plus rapide et ça demande moins d'énergie que la reproduction sexuée. En termes simples, ça ne nécessite pas de dépenser de l'énergie lors du processus lui-même ou pour combiner des gènes. Ensuite, lors de l'apparition d'une nouvelle colonie, c'est une femelle seule qui donne naissance à l'ensemble des termites sans avoir besoin d'un compagnon. De plus, sa progéniture est certaine d'hériter de toutes ses qualités génétiques bénéfiques. Une colonie de termites entièrement femelles ne court aucun risque de comporter des termites moins bien adaptés. Ces colonies clonées présentent un autre avantage. Les termites sont pas faits pour se battre. Ils sont trop délicats pour ça, littéralement. Lorsque la colonie est attaquée, leur principale défense consiste à boucher les entrées du nid avec leur tête. Quoi? Du moment que ça marche. Ils ont tous la même tête et les couloirs sont également tous de la même taille. Malgré la perte des mâles, le passage à la reproduction asexuée donnerait aux termites femelles une chance de survivre à l'assaut. Si une maladie infecte le groupe, les termites clonés semblent moins bien y résister. On ignore encore comment ils parviennent à survivre aux maladies, mais les chercheurs étudient la question. Peut-être que ces colonies de femelles ne se trouvent qu'à un seul endroit sur Terre, car les maladies y sont plus rares. Dans le sud du Japon, le risque est faible d'attraper une vilaine maladie termite. Alors les femelles se sont dit « pourquoi pas ?» Le fait que la plupart des termites s'en tiennent à la méthode de reproduction traditionnelle pourrait suggérer un avantage évolutif. En effet, l'accouplement est bénéfique pour le bien-être d'une colonie. Lorsque les gènes des deux parents se mélangent, ça apporte de la diversité génétique, ce qui est utile en cas de crise, épidémie ou changement des conditions environnementales. Ne vous attendez donc pas à ce que les termites du monde entier se débarrassent de leur mâle et passent au clonage. On peut que spéculer sur la raison pour laquelle les colonies se partagent entre colonies asexuées et ordinaires. Sur la base de données génétiques, les chercheurs ont déterminé que la rupture entre les lignées de termites s'est produite il y a 14 millions d'années. Ça ne date pas d'hier. Ces groupes ne vivent pas au même endroit, ils ne se mélangent donc plus. Vous me suivez? À l'avenir, il pourrait bien y avoir une toute nouvelle espèce composée entièrement de femelles. Et comme les deux populations se portent bien, on dispose d'une occasion unique d'observer le travail de l'évolution, voir quel groupe s'en sort le mieux et en tirer des conclusions. Les termites vaquent à leurs occupations sans déranger qui que ce soit, mais la situation est plus délicate avec les abeilles. Elles aussi ont essayé le clonage, mais ça n'a pas bien fonctionné. Tout le monde rêve de passer sa vie allongé sur un canapé, sans rien faire, sans devoir parler à personne, tout en ayant à manger bien sûr. Ne faire aucun effort, profiter de la vie. Eh bien c'est exactement la vie de l'abeille du Cap. Mais il n'y a pas de quoi être envieux. Cette espèce a développé une stratégie de survie unique
qui permet aux femelles ouvrières de se nourrir du miel d'autres nids et de pondre sans l'aide des mâles. Mais commençons par le début. L'abeille du Cap est une abeille ordinaire. Elle partage la plupart de ses gènes avec d'autres espèces sud-africaines et elle a un mode de vie typique. Les femelles travaillent dur, la reine pond beaucoup d'œufs et les mâles les fécondent. Tout le monde est bien occupé. Les œufs non fécondés donnent naissance à des faux bourdons, les œufs fécondés à des ouvrières, etc. Mais le comportement de cette sous-espèce, qui vit de façon assez isolée, change du tout au tout lorsque d'autres abeilles s'installent dans les environs. Les ouvrières se faufilent dans l'autre ruche et elles y pondent sournoisement leurs propres œufs. L'éclosion de ces œufs est mauvais signe pour la ruche, car les larves affamées se gorgent sans fin des provisions qui y sont stockées. Il faut savoir que pour qu'une ruche survive, les abeilles doivent gérer soigneusement les ressources qu'elles collectent et qu'elles utilisent. Lorsque cet équilibre est perturbé, la ruche ne produit plus assez de nourriture pour les larves et de miel pour l'hiver. L'issue est toujours la même, la mort de la ruche. Mais ce parasitisme social n'est pas le trait le plus remarquable de cette espèce. Il est courant dans la nature. Ce qui les distingue, c'est que les ouvrières peuvent pondre sans s'accoupler, une chose rare chez les abeilles. Les ouvrières créent des copies d'elles-mêmes à l'intérieur d'autres ruches, lesquelles copies se reproduisent à leur tour et ne font que consommer sans contribuer. À mesure que de nouveaux clones émergent, la ruche atteint le point d'effondrement. Une question se pose, pourquoi les abeilles du Cap agissent de cette façon? Et pourquoi elles sont si cruelles? Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Certains pensent que ça pourrait avoir un rapport avec l'endroit où elles vivent. On ne trouve ces abeilles que dans une petite région qui abrite une grande variété de plantes. Elles sont responsables de la pollinisation de ces plantes et elles semblent étroitement liées à cette niche écologique. Il existe une championne parmi les abeilles du Cap. Des chercheurs ont découvert des ouvrières qui étaient identiques génétiquement à une abeille qui a vécu en 1990. Ça veut dire que cette abeille a donné naissance à plusieurs millions de clones en l'espace de 30 ans. Par ailleurs, une seule lignée de ces clones est responsable chaque année de 10% des pertes des colonies d'abeilles à miel africaines. Les chercheurs pensent que cette abeille possédait une mutation génétique unique qui lui a permis de faire tout ça. Si toutes les abeilles du Cap en étaient capables, les autres espèces auraient de grands problèmes. C'est un phénomène rare, mais il existe d'autres animaux qui se reproduisent sans mâle. Les chercheurs en ont identifié environ 1500 espèces. Mais chez certaines de ces espèces, les mâles sont tout de même utiles. C'est rare, mais ça arrive. Regardez ces phasmes qui se cachent dans les buissons et les arbres du centre de la Californie. Ils appartiennent au genre Timema et presque tous les individus de la population sont des femelles qui se reproduisent de façon asexuée. Mais l'espèce comporte encore des mâles. Dans le passé, les chercheurs pensaient qu'il s'agissait d'erreurs génétiques. Un problème lors du processus reproductif cause la disparition d'un chromosome, et voilà, un mâle est né, incapable de se reproduire. Il ne lui reste qu'à traîner à droite et à gauche, à faire des trucs de mec, sans déranger les dames qui travaillent. Mais non, les choses sont plus compliquées que ça. En réalité, ces mâles sont capables de se reproduire avec plusieurs femelles. L'espèce pourrait s'en passer, mais cette reproduction sexuée apporte de la diversité au groupe, ce qui est bon pour sa survie à long terme. Sans diversité génétique, la population est vulnérable aux mutations néfastes et elle est moins susceptible de s'adapter aux conditions environnementales. Les phasmes ont ainsi décidé de tirer le meilleur parti des deux modes de reproduction. La plupart du temps, ils se reproduisent par clonage, mais de temps à autre, grâce aux mâles, ils introduisent de nouveaux gènes dans la population, par précaution. Cette découverte a amené les chercheurs à se demander si ce comportement était commun à toutes les espèces dont on pensait qu'elles pratiquaient uniquement le clonage. La rareté de ces accouplements expliquerait qu'ils n'aient jamais été observés auparavant, mais rien n'a permis de prouver cette théorie. Les animaux ne cessent de nous surprendre. Chaque fois que les chercheurs pensent avoir tout découvert au sujet d'une espèce, celle-ci parvient à les étonner. C'est ce qu'ont fait les crocodiles durant les premiers mois de 2023. Sérieusement, les crocodiles? Mais on sait déjà tout à leur sujet, non? La reproduction asexuée ou partogénèse a été observée chez divers vertébrés, tant en captivité que dans la nature. Des animaux comme le requin-zèbre, certaines vipères et même le condor de Californie, une espèce en voie de disparition, qui, rappelons-le, est un oiseau, en sont capables. Mais jusqu'à présent, on ne l'avait jamais vu chez des crocodiles. Comment ça fonctionne? En fait,
il est possible de décrire le processus en termes simples. Certaines cellules de l'ovule décident soudain de jouer le rôle de spermatozoïde. Ensuite, elles fusionnent avec l'ovule, et voilà, la femelle s'est fécondée elle-même. Cette surprise est venue d'une femelle de 18 ans qui vivait dans un parc aux reptiles du Costa Rica. Après 16 ans de vie solitaire, elle a un jour pondu des œufs, mais malgré leur mise en couveuse, ils n'ont pas éclos. Sur les 14 œufs, un seul contenait un crocodile bien développé au bout de 3 mois. Malheureusement, il n'a pas survécu. C'est un peu déprimant, mais le fait que cette femelle ait pondu des œufs reste incroyable. Imaginez à quel point elle a dû être surprise. Mais il existe une autre théorie. Les chercheurs ont des doutes, car on n'avait jamais vu un crocodile se reproduire par parthénogenèse. Ils ont donc proposé un autre scénario. La femelle aurait pu s'accoupler avec un mâle il y a 16 ans, mais à cause de sa capture et de son déplacement, elle n'a pas pondu immédiatement. Le processus de fécondation a été retardé pendant une durée exceptionnelle, jusqu'à cet événement qui a laissé tous les experts perplexes durant l'été 2023. Ça semble tiré par les cheveux, mais en théorie, c'est possible. Les chercheurs ont donc effectué des tests. Ils ont comparé l'ADN du fœtus à celui de la mère, et les tests ont confirmé que le fœtus était en partie un clone issu de parthénogenèse. Il faut donc croire qu'un beau jour, la femelle a tout simplement décidé qu'elle devait perpétuer la lignée familiale, et en l'absence de mâle, elle a tout misé sur ses œufs. Et elle a presque réussi. Ce qui est arrivé à cette femelle crocodile est assez clair. Dame Nature lui a dit qu'elle devait faire des bébés, mais il n'y avait pas de mâle, alors elle a fait ce qu'elle a pu. Mais qu'en est-il des autres espèces? Est-ce qu'elles aussi recourent au clonage parce que c'est leur seule option? Pas vraiment. En 2022, une femelle requin zèbre a donné naissance à un bébé en fécondant ses propres œufs alors qu'elle partageait un aquarium avec 2 mâles qui auraient sans doute été heureux de l'y aider. Mais ils n'en ont pas eu l'occasion. Le clonage a longtemps été considéré comme une méthode reproductive d'appoint, mais le cas de ce requin suggère que les choses sont loin d'être aussi simples qu'elles le paraissent. C'était que le deuxième cas connu de requin né par parthénogenèse, malgré la présence de mâles en bonne santé. Mais après tout, qui sait ce qui a lieu au fond des mers? Les animaux nés de parthénogenèse ont généralement une durée de vie plus courte et ils sont souvent stériles. Ça explique pourquoi c'est pas une méthode très populaire. Dans le cas des requins, il a fallu une analyse génétique pour tirer les choses au clair. Les bébés requins étaient des copies conformes de leur mère, ils n'avaient hérité d'aucun ADN mâle. Le personnel de l'aquarium a dû les aider à éclore, car ils n'étaient pas assez forts pour sortir seuls de l'œuf. Ces requins fragiles n'ont survécu que quelques mois. On ignore pourquoi cette femelle requin a eu des bébés toute seule. C'était peut-être un glitch, ni plus ni moins. Mais ça pourrait avoir une utilité. Ces requins sont en voie de disparition, et sachant ça, à l'avenir, on pourrait les faire se multiplier en captivité à partir d'un seul individu. Maintenant, quelque chose de répugnant. Les cafards américains en sont aussi capables. Les femelles peuvent pondre par parthénogenèse, bien qu'elles n'utilisent cette méthode que lorsqu'aucun mâle n'est disponible. Pour faire leur choix, les femelles cafards doivent effectuer des calculs assez complexes. Elles doivent estimer non seulement le manque de mâles, mais aussi la proportion de mâles qui leur sont apparentés et la probabilité de trouver un partenaire compte tenu de la densité de population. Mais comment les chercheurs ont pu comprendre tout ça? Eh bien, ils ont séparé les cafards en groupes, dont un qui ne contenait que des femelles. Étonnamment, ces femelles ont rapidement pondu des œufs. Elles ont semblé sentir l'absence de mâles. Elles ont décidé qu'il ne servait à rien d'attendre et elles se sont lancées dans une séance de ponte frénétique. Contrairement au deuxième groupe qui contenait des femelles ainsi que des mâles, elles ont même pondu une deuxième série d'œufs aussitôt après la première. C'est comme si les cafards avaient activé le mode urgence. Les femelles savaient qu'elles ne pourraient pas avoir de petits de la manière habituelle, alors elles se sont mises à faire des copies d'elles-mêmes. Plus tard, ces clones eux-mêmes se seraient reproduits avec des mâles à l'ADN différent. Lorsque les femelles cafards synchronisent leur ponte, davantage de petits survivent. Si de nombreuses nymphes éclosent en même temps, ça garantit leur sécurité, compensant ainsi la lenteur du processus d'éclosion. C'est la force du nombre. Certaines créatures voient la parthénogenèse comme un dernier recours pour assurer leur survie. Pour d'autres, ça semble être une étrange erreur, tandis que d'autres encore font ça par principe. Les femelles phasmes scorpions refusent de s'accoupler avec des mâles, au point qu'elles ont développé des techniques pour les faire fuir.
Elles commencent par se cloner, ce qui déclenche tout un processus. Les femelles modifient leurs émissions de phéromones pour ne pas attirer l'attention, se rendant invisibles aux yeux des prétendants non désirés. Même si un mâle trouve une partenaire et qu'il essaie de s'accoupler, la femelle lui donne des coups de patte pour le faire fuir. Et il ne s'agit pas d'une étape de la parade nuptiale, les femmes se battent sérieusement. Pourquoi? Eh bien, elles ont décidé que la reproduction classique n'était pas rentable. D'abord, trouver un partenaire demande du temps et de l'énergie. Ensuite, le risque est grand d'être contaminé par quelque chose durant la phase de recherche. Et enfin, la phase d'accouplement rend les partenaires vulnérables aux prédateurs. Quand on est occupé à procréer, on ne remarque pas forcément l'oiseau qui s'apprête à nous manger. Et, cerise sur le gâteau, les femelles qui se reproduisent avec l'aide des mâles pondent moins d'œufs et leur espérance de vie est plus courte. On dirait que la méthode traditionnelle a plus d'inconvénients que d'avantages. C'est sans doute pour ça que les femelles phasmes sont si déterminées à se reproduire seules. Ça veut dire que les mâles vont finir par disparaître? Sans doute pas. Quand les femelles tentent de paraître moins attrayantes, les mâles ont tendance à s'adapter au changement. S'accoupler a une importance vitale pour eux. Ils sont prêts à évoluer rien que pour ça, comme les mâles de toutes les autres espèces. À plus!